connue pour sa productivité dans la région des boucles du Mouhoun, fait parler aussi d'elle à travers des conflits. Agriculteurs et éleveurs sont très souvent opposés dans la province d'Anwa, plus précisément, avec des conséquences négatives pour les deux secteurs. Et à quelques jours de la tenue de la Journée nationale du paysan, nous en saurons davantage sur les causes et les raisons qui sous-tendent le conflit entre agriculteurs et éleveurs. La région des Cascades, elle, se positionne bien dans la culture du palmier à huile. L'on parle même d'une zone propice à l'exportation à grande échelle de la denrée dans les années à venir, pour peu qu'une politique agricole en la matière soit instaurée. Les producteurs de la région se sont lancés dans l'expérience aux retombées intéressantes pour l'économie nationale. Et puis, comme chaque dimanche, nous recevrons sur le plateau de ce grand journal un invité sport. Il s'agit aujourd'hui de Jérôme Tiendrebergo du service donc des informations sportives de la RTB. Avec lui, il sera essentiellement question du sport roi avec la 25e journée des championnats nationaux de première division. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de ce grand journal. Merci d'être fidèles à la RTB. C'est donc dans la région de la boucle du Mouhoun que nous commençons ce journal. Et c'est dans cette région qu'il va se tenir le 23 avril prochain la traditionnelle journée dédiée au monde paysan, une région riche du savoir-faire de ses habitants, mais entachée par une réalité qui la ronge, les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la province des Banwa. Yves Rouamba et Francis Tien y ont effectué une visite de terrain pour comprendre davantage les causes de ces récurrents conflits sous forme de dossiers. Voici ce qu'ils ont eu comme réponse. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont toujours d'actualité dans la province des Banwa. Grande zone d'agriculture et d'élevage de la boucle du Mouhoun, la coexistence entre les acteurs de ces deux secteurs engendre des conflits. C'est vraiment des conflits récurrents. Et depuis 2010, nous avons enregistré 89 conflits, surtout des conflits liés au foncier. Et la plupart des conflits, en tout cas, certains ont trouvé leur solution au niveau des tribunaux départementaux. Des conflits dus à plusieurs raisons, notamment le manque de pâturage et de voies de passage pour le bétail. Parfois, il y a des mauvaises fois et il y a souvent aussi des animaux qui se perdent. Maintenant, ce qui concerne les animaux qui se perdent, souvent, ça, ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, ceux qui font ça sciemment, c'est ça qui fait le problème. On est obligé souvent de faire déplacer nos animaux pour aller à une autre localité. Donc, surtout, souvent dans les passages, bien vrai qu'il y a des pistes de passage, mais souvent, il y a le risque que les bœufs se débordent. Pour le représentant du directeur provincial de l'agriculture des Banwa, les cas de conflit sont concentrés au niveau des communes de Solenzo et de Kouka. Et c'est le règlement à l'amiable qui est toujours recommandé au cas où la valeur des dégâts n'excède pas 100 000 francs CFA. Pour atténuer le phénomène, les autorités mettent l'accent sur la sensibilisation. Une stratégie qui s'avère payante depuis quelques années avec la réduction des cas de conflit. Par exemple, en 2015, on a eu moins de cas portés devant la juridiction. Le conflit et des dégâts de champs a beaucoup diminué parce que les gens ont pris conscience que c'est pas la peine de s'émouvoir. Selon le premier responsable de l'élevage des Banwa, les conflits agriculteurs-éleveurs entraînent des transhumances sans retour. Afin de réduire les cas de conflit, les différents acteurs proposent la création de pâturages, la délimitation des voies de passage pour le bétail et le dialogue à travers des cadres de concertation comme la Journée nationale du paysan. Elle n'est pas très ancrée dans les habitudes agricoles de la région des Cascades, mais pour ceux qui s'y lancent, la plantation du palmier laisse entrevoir de beaux jours. En se projetant quelques années en avant, ces producteurs voient déjà la région grande zone de plantation du palmier à huile. Pour cela, ils ont une solution toute faite, la mise en place d'une véritable politique agricole en la matière. C'est ce qui a été confié à notre équipe de reportage composée de Crépin Poda et Draman Kaboré, dont voici le reportage. Parcours les contrées de l'ouest du Burkina, il n'est pas rare de voir des palmeraie. Dans la région des Cascades, le sol et le climat sont favorables à la culture du palmier. On y trouve même des plantations comme c'est le cas à Weleni, village situé dans la province de la Léraba, où un producteur exploite 18 hectares de terres destinées à la culture du palmier à huile.
Lona Charles Ouattara a importé des semences venant de la République démocratique du Congo. Chaque fois que je venais en congé, je prenais mon avion, j'achetais à peu près quelques hectares de graines prégermées qui étaient conditionnées, mais qui ne pouvaient survivre que 4 à 5 jours maximum. Les noix du palmier à huile servent notamment à l'extraction de l'huile de consommation, à la fabrication du savon, du biocarburant et surtout pour la restauration. La sauce graine est de plus en plus préparée dans les restaurants de Banfora. Ça se coupe avec tous les plats, le kabato, le plakali, le foutou banane, foutou ignam, le riz et de la tieke. Nos sauces sont appréciées par les clients, c'est pour cela qu'ils aiment toujours la sauce graine. Au regard de la demande, la production de la graine de palmier à huile du Burkina reste faible. Les commerçants du marché de Banfora sont obligés de se tourner vers la Côte d'Ivoire pour s'approvisionner. On part à la gare de train et c'est de là-bas que ça quitte en Côte Bénin. C'est par sac et un sac contient environ 15 boîtes. On peut nous vendre souvent le sac à 7 000. Souvent si ça monte c'est 7 500, si ça descend c'est 6 500. Il y a donc nécessité d'encourager la production locale de palmier à huile, surtout que les graines produites au Burkina ont un goût élevé, reconnaît cette revendeuse. Les graines produites au Burkina contiennent moins de pulpe et sont plus délicieuses que celles produites en Côte d'Ivoire. Avec l'appui de la recherche scientifique et des autorités en charge de l'agriculture, la production du palmier à huile pourrait connaître un essor dans les cascades, ce qui se traduirait par la création d'une filière créatrice d'emplois et de revenus pour les populations. Des solutions, on en trouve également pour inverser les chiffres de la non-scolarisation et de la déscolarisation des enfants burkinabés. Nous sommes dans la région du Sahel, à Kachirga, où le département de l'éducation nationale s'investit pleinement dans un projet porté par des partenaires. La FAO, le PAM, l'UNICEF et la coopération japonaise joignent leurs efforts pour vulgariser ECAM, entendez école de qualité, amis des enfants. Bernard Diasso pour plus de précisions. Les régions de l'Est et du Sahel affichent les taux les plus faibles de scolarisation. Respectivement, le taux brut de scolarisation est de 55,5% et 49,8% contre une moyenne nationale de 83%. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce plan conjoint inter-agences sur l'éducation à travers l'approche les écoles de qualité, amis des enfants et CAM. C'est vraiment globalement une école saine, une école où chaque enfant trouve la santé, l'éducation de qualité, la sécurité humaine et la sécurité physique aussi. Et c'est une école où nous attendons que les enseignants puissent fournir cette qualité d'éducation qui est attendue de chaque enseignant. Mais comme on a aussi des comités de gestion des écoles, ces comités aussi doivent être formés pour qu'ils puissent aussi répondre à cet environnement sain que doit être l'école dans tout le pays. Ces ECAM vont permettre le renforcement de la résilience des populations de ces régions les plus vulnérables et conformément au troisième pilier de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Donc nous sommes en train de mener tout cela au niveau de la région du Sahel et de l'Est pour pouvoir remonter le taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans ces zones. En même temps, avec nos partenaires, le PAM, l'UNICEF et la FAO, nous allons voir comment pour l'année prochaine, nous allons faire fonctionner la cantine scolaire tous les jours, y compris les dimanches et les congés de Noël et Pâques, du 1er octobre jusqu'au dernier jour de cours. Tout cela pour accompagner en tout cas le système de maintien des enfants à l'école. Ce plan vise la transformation des 130 écoles primaires existantes dans les 4 provinces de la région du Sahel en ECAM avec, dans un premier temps, un accent particulier sur les aspects soft. Aussi, d'autres investissements dont le coût total est estimé à plus de 3 milliards de nos francs et en partie financés par le gouvernement du Japon. Restons encore dans le chapitre éducation, cette fois chez les plus grands qui grognent contre le système LMD au Burkina. Appliqué depuis près de 6 ans dans les universités publiques, le format licence, master, doctorat
peinent à s'instaurer confortablement. Les uns demandent la suspension du système et les autres présentent ses avantages. Un bras de fer qui dure depuis assez longtemps et qui gagnerait à trouver une solution. Les protagonistes ont du reste pris part à une rencontre initiée par le ministère des Enseignements supérieurs. C'était cette semaine à Koudougou. Isaïe Parkouda s'en est inspiré pour nous proposer un reportage de fond que voici. La politique éducative au Burkina Faso connaît une mutation en 2008 avec l'introduction du système licence-master-doctorat comme mode d'enseignement supérieur. C'est ainsi que l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées et celle des sciences de la vie et de la terre, deux yeux faits cobayes de l'université de Ouagadougou, ont amorcé cette réforme dès la rentrée académique 2009-2010. Généralisé depuis 2011 dans les établissements publics, ce système est de nos jours contesté dans sa mise en œuvre. En 2009, l'UCHEV a dit clairement qu'au regard de l'expérience qu'elle a de l'application du système LMD à l'international et dans d'autres pays, c'est un système qui était assez exigeant. Et que si effectivement on ne réunissait pas les conditions pour y aller, on allait tomber dans un bourbier. Nous sommes dans le bourbier là actuellement parce qu'aucune condition n'est réunie, donc c'est de revenir au système classique. Plusieurs difficultés seraient à l'origine du mécontentement des étudiants et des enseignants. Une situation qui conduit à une perturbation des années académiques et les victimes ne savent plus à quel sein se vouer. L'un des principes fondamentaux du système LMD, c'est la semestrialisation. Mais vous prenez dans toutes les universités, il n'y a pas une seule promotion qui finit un premier S avant d'attaquer un second S. C'est un cafouillage total. Vous prenez au niveau des promotions, c'est également un cafouillage. Je prends l'exemple du département d'études anglophones. De la première à la troisième année, vous avez 5 promotions. La phase pilote du système LMD au niveau de l'UFR SVT, en tout cas, le problème, c'est la correction. Lorsqu'on compose, on fait 4 à 5 mois avant d'amener les copies. Les États généraux de l'enseignement supérieur de juin 2013 avaient abouti à des recommandations tendant à insuffler une dynamique de réussite du système LMD. Mais c'est peine perdue. Le professeur Filiga Michel Saoudougou jette l'anathème sur l'ensemble des acteurs. Les solutions à rechercher, il y en a qui dépendent du gouvernement, notamment ce qui touche aux infrastructures, à l'informatisation, aux équipements, aux facilités à faire pour les étudiants. Mais il y en a qui dépendent aussi des autres, comme les enseignants, qui doivent dispenser leurs cours le plus rapidement possible et qui doivent aussi évaluer de façon pertinente et rapide. De la même manière, les étudiants ont aussi des obligations. C'est de ne pas perturber et de perturber le moins au cas où on ne peut pas ne pas perturber. Contrairement aux universités publiques, l'application du système LMD dans les universités privées est au beau fixe. Les premiers responsables semblent mieux maîtriser leur calendrier. Il se fait que les établissements privés, par la légèreté de leur structure, par la facilité de décision, par la souplesse d'organisation, par les effectifs qui sont moins importants nettement que dans le secteur public, eh bien, les établissements privés qui s'engagent dans le LMD réussissent assez bien. À l'occasion de l'atelier bilan de la mise en œuvre du LMD, tenu à Koudougou du 14 au 16 avril dernier, les insuffisances du système ont été soulevées par les participants, dont certains dénoncent l'inertie du gouvernement dans l'exécution des recommandations ultérieurement formulées. Bon, au niveau de la FCINTER, je ne peux pas vous dire. En tout cas, nous sommes des enseignants, nous sommes sur le terrain et nous allons également donc continuer à faire le travail de sensibilisation pour que effectivement donc ce qui est reproché donc aux enseignants puisse effectivement être donc réglé. Le manque d'infrastructures, de personnel enseignant, de documentation appropriée constitue entre autres goulot d'étranglement d'un bon ancrage du système. Le LMD étant aujourd'hui un système d'enseignement quasi-mondial, il faudra donc se donner les moyens pour s'accommoder si l'on veut profiter de la diversification et de la professionnalisation des offres de formation. Les parties engagées doivent s'épauler pour arriver à des résultats tangibles dans cette réforme. Le Burkina Faso doté d'une Académie nationale des sciences, la question fait l'objet d'une concertation entre membres du Conseil national de la transition qui se sont déportés à Koudougou dans le centre-est pour étudier la question. Donc la faisabilité et l'importance d'une telle institution, les échanges ont porté là-dessus et voici le reportage de Isaïe Parkouda. Une Académie des sciences est en passe d'être créée au Burkina Faso. C'est une institution qui va regrouper les scientifiques de haut niveau, consacrés par leurs pairs pour contribuer à la valorisation, la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique.
Et c'est la raison de la présente rencontre à Koudougou des députés membres de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains. Ils vont donc passer en revue la création de cette institution afin d'apporter des amendements. Après avoir écouté donc les acteurs de l'Académie des sciences du Burkina, nous allons donc pencher ces textes fondamentaux. Et effectivement, nous sommes en débat pour savoir la suite que nous pouvons donner à ce texte, si effectivement il relève de la loi ou par règlement. L'Académie nationale des sciences se veut un outil de promotion de l'excellence scientifique au service du développement socio-économique. Sa création au Burkina Faso répond aux préoccupations longtemps exprimées par la communauté scientifique burkinabé. Ouvrons à présent la page politique consacrée aux tournées des partis politiques dans les 4 coins du Burkina, à Didir et à Rero. C'est dans la province du Sanguier. Une délégation de l'Union pour le progrès et le changement a rencontré les militants du parti dans le but de les galvaniser. La rencontre s'inscrit dans les tournées régionales en cours, une démarche voulue pour mieux préparer les combats électoraux à venir. Et l'étape nous est commentée par Jonas Wemba. Zéphirin Diabré reçoit ici un bain de foule des militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, dans la province du Sanguier. À la tête d'une délégation du bureau politique national, le président du parti du Lion dit être venu remercier la base pour son soutien constant. Ils ont feuilleté ensemble à l'occasion les pages de l'actualité nationale et envisager les perspectives pour les élections d'octobre prochain. D'abord, à tous les militants, nous expliquons un peu le fil des événements qui a conduit à l'insurrection. Nous leur expliquons un peu l'objectif de la transition, qui est là pour préparer des élections libres, démocratiques et transparentes, qui doivent consacrer donc notre retour à la légalité constitutionnelle. Et maintenant, le vrai défi, c'est de réussir le vrai changement. Ce sera donné l'occasion, le 11 octobre, par leur vote, d'exprimer un peu donc leur choix de vrai changement. Donc le message que nous portons, c'est que l'UPC est le parti qui symbolise et qui symbolisera demain le vrai changement. Aux troupes des sous-sections de l'UPC des communes du nord du Sanguier, réunies ici à Didir pour la circonstance, et à celle de la commune de Réo, Zéphirin Diabré a adressé le même message, celui de toujours œuvrer pour la paix et l'union nationale. Tour à tour, jeunes, femmes et anciens, par la voix de leurs représentants, ont réaffirmé leur engagement à l'accompagner pour des victoires électorales. Les structures du MPP de la région du Centre-Est étaient, elles, en assemblée générale hier 18 avril à Tinkodogo. Le premier vice-président du mouvement du peuple pour le progrès, Salif Diallo, a d'entrée de jeu félicité les militants. Il a aussi demandé à ce qu'ils restent mobilisés et cela passe par l'étape de l'enrôlement biométrique. Frédéric Etienne Bassenga. Les structures du MPP Boulgou, Kouritenga et Koulpelgo à Tinkodogo, pour entendre le mot d'ordre de leur parti, ratisser tous les villages, hameau après hameau, pour sensibiliser toutes les personnes en âge de voter en vue de l'enrôlement biométrique qui doit démarrer dans la région le 28 avril prochain. C'est Salif Diallo, le premier vice-président du mouvement du peuple pour le progrès, qui est allé leur livrer le message et il n'est pas passé par 4 chemins pour leur donner les enjeux de ce mot d'ordre. Si nous avons fait l'insurrection, qui était une question de vie ou de mort, maintenant on nous dit de venir prendre un simple papier pour aller voter, et nous faisons la paresse de ne pas y aller. Ça veut dire que nous avons vendu nos vies pour rien. Ça veut dire que nous n'avons rien compris à notre lutte contre Blaise Compaoré. Ça veut dire que nous ne voulons pas libérer notre pays. Visiblement satisfaits de cette visite de leur leader, les responsables du MPP du Centre-Est disent avoir reçu le message 5 sur 5 et que tout sera mis en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. À cette rencontre, le premier vice-président du MPP s'est également exprimé sur les modifications apportées au code électoral et tous les bruits qu'elles suscitent. Nous disons que cette loi-là n'exclut pas les partis politiques. Ceux qui ont voulu exclure 17 millions de Burkinabés pour instaurer un régime à vie, un régime de type monarchique, en modifiant l'article 37, ces gens-là ne peuvent pas aujourd'hui nous dire qu'il ne faut pas de l'exclusion. Et le CNT a bien fait, et très bien fait, d'avoir adopté cette loi.
Nous disons aussi que c'est vrai. La démocratie à l'occidentale, les gens lisent ça sur les radios et demandent le rassemblement. Quand Blaise Compaoré s'est levé ici pour modifier l'article 37, il y a des organismes, nous n'avons pas entendu leur son de cloche. Aujourd'hui que notre peuple a pris ses responsabilités, on court voir les organismes. Notre destin nous appartient d'abord, avant tout au peuple burkinabé. Cette Assemblée générale des structures de la région du Centre-Est a enregistré l'arrivée de près de 90 démissionnaires d'autres partis, avec à leur tête l'ex-maire de Tenkodogo. Toutes les structures du parti de la région à la clôture de cette Assemblée générale ont pris la décision ferme de soutenir la transition jusqu'à son terme. Cours spécial sur la science politique dispensée au cadre du Front des forces sociales. C'était ce matin même dans la ville de Sia, auquel ont participé les militants et sympathisants de la formation politique. 3 principaux thèmes y ont été abordés. Kadou Menki nous donne les détails. Les militants et sympathisants du Front des forces sociales, FFS, sont ici à l'école de la science politique. Un cours spécial dispensé à l'occasion de la journée du renforcement des capacités des cadres du FFS. 3 principaux thèmes ont été abordés. Il s'agit d'une part de communiquer avec les camarades sur les conceptions politiques et leurs dimensions idéologiques, les enjeux, l'analyse et les enjeux. Il y a un deuxième exposé qui va porter sur le Front progressiste sankariste dans l'environnement socio-politique burkinabé et un troisième thème sur le leadership et le devoir de leadership révolutionnaire. Leur dimension idéologique, nous sommes partis du constat que depuis belle lurette, en particulier quand notre pays a renoué avec l'état de droit, on a assisté à une pléthore de partis politiques, de formations et beaucoup de formes d'officines d'idées, à tel enseigne que par moments on a eu l'impression que la vie politique s'est un peu banalisée. En laissant place à la marchandisation des consciences, il appartient quand même de tirer sur les sonnettes d'alarme. Donc c'est un peu ça le sens que nous donnons. Le FFS est l'un des partis membres du FPS, le Front progressiste sankariste, qui réunit les partis de la gauche. Il se veut le garant des valeurs progressistes. Quelle relève politique dans un Burkina post-insurrectionnel? La question est posée par les membres du cadre de réflexion et d'action démocratique et est au centre du 2e forum de l'organisation. Maxime Zongo a assisté à la lecture des conclusions des travaux qui se sont déroulés à Ouagadougou et selon lui, des recommandations ont été formulées à l'endroit des partis politiques et des OSC. De ce tournant décisif de l'histoire politique de notre pays, les membres du cadre de réflexion et d'action démocratique entendent jouer pleinement leur partition. En convoquant ce forum 2e du genre, leur objectif est de contribuer à créer les conditions pour une implication pleine et effective de la jeunesse dans le jeu politique. Nous avons dit au niveau de notre forum que la jeunesse doit prendre part au processus démocratique en cours dans ce pays. Par conséquent, elle doit s'organiser et s'engager activement dans la vie active, dans les partis politiques, sans complexe aucun. Mais pour que cela se fasse, il faut bien sûr qu'il y ait des cas de formation. Et pour cela, nous avons lancé un appel aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Opportunité donc pour préparer la jeunesse à prendre la relève, les participants ont invité la classe politique à créer des cadres favorables à la formation et à l'éducation de la jeunesse dans toutes ses composantes. Nous avons lancé un appel fort pour que nous-mêmes jeunes, nous puissions effectivement prendre en compte nos préoccupations. Il faut que les partis politiques et les OSC offrent un cadre effectivement qui nous permette de nous engager et de réfléchir et de nous former. Et ça, c'est un point, nous pensons qu'il est vraiment fondamental pour la jeunesse, pour qu'elle soit consciente et armée. Il faut des cadres de formation et nous pensons qu'il y a des partis politiques qui ont enclenché des poids. D'autres partis aujourd'hui doivent faire ce problème, les préoccupations, c'est-à-dire la formation et l'éducation
des jeunes. Les membres du cadre qui disent œuvrer inlassablement afin de contribuer à une sortie apaisée de la transition invitent de ce pas tous les acteurs à privilégier les concertations et le dialogue, conditions nécessaires pour des élections transparentes, libres et crédibles. Véritable espace de liberté de l'information, les émissions d'expression directe ont enrichi à n'en point douter le paysage médiatique burkinabé. Ces émissions ont cependant un revers qui peut être dangereux pour la préservation de la cohésion sociale. Afin de maîtriser les techniques de canalisation des émissions interactives et de s'imprégner des instruments juridiques en la matière, des animateurs prennent part à une session de formation initiée par le Conseil supérieur de la communication, c'est à Dédougou, dans la boucle de Mouhoun, que se déroule cette mise à jour. Les détails avec Cyril Kimilogo et Francis Tian. Les animateurs d'émissions interactives de la boucle du monde sont à l'école de formation. 3 communications portant sur la régulation et l'autorégulation des médias, le rôle des médias dans la cohésion sociale et les manquements constatés ont été livrés. Selon l'animateur du thème portant sur la régulation et l'autorégulation des médias, le journaliste doit engager sa responsabilité sociale en associant liberté et responsabilité dans le traitement de l'information. Pour Jean-Baptiste Silboudou, les hommes des médias doivent œuvrer à préserver la paix et la cohésion sociale. Vu le nombre de médias qu'il y a, à peu près 200, le Bohème est dans l'incapacité de suivre l'ensemble des médias. Donc nous avons développé ce que nous avons appelé la stratégie interne d'autorégulation, c'est-à-dire amener les médias eux-mêmes à exercer leur propre régulation, c'est-à-dire la mise en place d'une cellule interne qui veille au respect des règles d'éthique et de déontologie, l'élaboration d'une charte spécifique au sein de l'organe. Nous pensons que c'est peut-être la meilleure manière d'amener les journalistes eux-mêmes à s'auto-réguler. Cette initiative du Conseil supérieur de la communication fait suite aux tournées effectuées par l'organe en charge de la régulation des médias au Burkina Faso. Une tournée décidée après les événements des 30 et 31 octobre 2014 pour faire l'état des lieux des médias. Tous les journalistes qui seront outillés, voilà, on montre là comment on fera l'interaction entre la radio et les téléphones. Parce que comme ce sont des émissions d'expression directe, il s'agira essentiellement de modérer, comment modérer une émission, comment réguler, comment arriver à ce qu'un auditeur soit content de ce qui sort de la radio. L'atelier de formation de Dédougou se tient après ceux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Les régions des Cascades, du sud-ouest, du nord et du centre-ouest abriteront dans les jours à venir les mêmes sessions de formation. La presse de Bobo-Dioulasso, elle a plutôt été conviée à un dîner qui a réuni plusieurs professionnels des médias de la région. Un moment convivial qui n'a pas empêché des échanges portant essentiellement sur la promotion et la protection des droits humains. Les médias ont aussi leur partition à jouer, rappelle Amnesty International à l'initiative de la rencontre. Le point avec Ahadi Sandamba. Ce dîner de presse, la délégation d'Amnesty International dit venir offrir un cadre d'information et de partage d'expériences sur les droits humains aux hommes et aux femmes de médias des Hauts-Bassins. Et cela avec en ligne de mire la sensibilisation et surtout l'implication des journalistes dans la promotion et la protection des droits humains au Burkina Faso. Comme menu, les différents rapports d'Amnesty International présentés et expliqués aux journalistes. D'abord, le rapport sur l'insurrection populaire qu'a connu le Burkina Faso. Ensuite, le rapport annuel d'Amnesty International rapport mondial, et puis le rapport également mondial sur les statistiques concernant la peine de mort. De ces rapports, il ressort que le Burkina Faso n'a pas respecté les droits de l'homme pendant l'insurrection populaire de fin octobre dernier, ce qui est en contradiction avec les textes internationaux ratifiés par notre pays, d'où ces recommandations. C'est justement qu'une enquête indépendante, libre, soit entreprise pour clarifier ces morts par balle et que les éventuels commanditaires, qu'ils payent en fait, et que les victimes ou les parents de victimes reçoivent une compensation en réalité. À ce dîner de presse, il est également ressorti qu'Amnesty International, dans sa mission de faire cesser les violations des droits humains, interpelle souvent les gouvernements sur certaines situations pouvant entraîner des manifestations et des répressions. À titre illustratif, Amnesty International s'est opposé en 2012 quand l'Assemblée nationale de Burkina Faso adoptait une amnistie pleine et entière au chef d'État de 1960 à la période d'adoption.
À ces échanges, les journalistes ont aussi pris connaissance de l'état des droits humains du reste du monde. Une situation marquée selon les rapports d'Amnesty International par l'impunité, le recours à la peine capitale, le refus de recevoir des migrants pour certains pays et l'utilisation du droit de veto qui entraîne souvent des violations des droits humains. Les autorités nationales disposent désormais de données à jour dans le domaine de la démographie et de la croissance économique. Des données recueillies à l'issue de travaux menés dans le cadre du programme DemTrend. À l'origine, 7 projets menés sur les déterminants et les conséquences des dynamiques des de santé reproductive en Afrique subsaharienne. Claudine Bikaba pour les précisions. Les interrelations existantes entre les comportements démographiques et la croissance économique ont intéressé des sociologues, des économistes, des démographes et bien d'autres chercheurs de l'Afrique subsaharienne. Des recherches qui ont porté sur 7 projets inscrits dans un programme dénommé DemTrend. Ce sont les résultats de ces recherches qui ont été présentés à cet atelier. Les thématiques qui avaient été abordées et qui s'influencent les unes les autres, c'est des thématiques autour de l'éducation, autour de la santé, et en particulier de la santé de la procréation, des thématiques de la migration, des migrations, et thématiques aussi de l'accès au marché du travail pour les jeunes. Il ressort de ces recherches qu'il y a une demande de plus en plus forte de la part des jeunes en particulier pour toutes ces thématiques. Dans le cas du Burkina, cette recherche que nous avons menée sur Ouagadougou, il ressort que effectivement cette relation négative apparaît dans le contexte de Ouagadougou. On se rend compte en réalité à travers même les entretiens de groupe, les entretiens de nature qualitative que nous avons menés auprès des femmes, d'hommes, mais aussi des acteurs du système éducatif et du système donc, de la santé, que le phénomène du coût de la vie est une réalité et que les gens commencent à intégrer cela dans leurs choix, dans leurs aspirations, et que par ailleurs, on est dans un contexte où la planification familiale est de plus en plus disponible. Des résultats qui vont être mis à la disposition des autorités politiques pour les prises en compte dans les politiques et programmes démographiques et économiques de développement. Et nous restons avec Claudine Bikaba pour parler de cette journée du 19 avril placée sous le signe de partage et de la solidarité par la chorale des étudiants de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. La chorale a mis en pratique ses valeurs en communion avec d'autres invités et les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Une célébration eucharistique au cœur de la journée de partage et de solidarité exprimée par la chorale des étudiants de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, USTA, à l'égard des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Un soutien manifesté par cette chorale à ses pensionnaires pour la 3e fois consécutive. Nous venons de fêter, de célébrer la résurrection du Christ, c'est-à-dire Pâques, il y a de cela 2 semaines. Et Pâques pour tout chrétien, c'est Christ ressuscité. Et Christ ressuscité, c'est la joie, c'est la victoire de la vie sur la mort, c'est l'espérance. Et Jésus-Christ lui-même nous envoie annoncer ce message d'espérance à tous ses frères. Et c'est ce message que nous sommes venus annoncer à nos frères détenus de la Mako. Au cours de cette cérémonie, des messages d'encouragement et de soutien n'ont pas manqué, toutes choses qui ravissent ces pensionnaires. Nous sommes animés par des sentiments de joie et vraiment surtout de réconfort, parce que si on pense que vraiment souvent nous sommes des laissés pour compte pour des problèmes vraiment souvent qui arrivent inconsciemment, et que nous voyons qu'il y a des autorités et que des petits frères et nos grands frères et surtout nos mamans qui viennent pour nous rendre visite. Vraiment cela nous réconforte beaucoup. La Mako, c'est un coin où vraiment ceux qui viennent là, et c'est pour un changement. Ce n'est pas un mal en soi d'être en prison. L'essentiel, c'est de savoir se repentir. Cette chorale a prévu, au-delà de la messe, un repas communautaire, des prestations d'artistes, des sketchs et bien d'autres choses pour égayer ces personnes privées de leur liberté, mais aussi les réconforter.
À la vue du reportage qui va suivre, vous réfléchirez par 2 fois avant d'empêcher vos enfants de jouer avec le sable. Et oui, le sable, c'est bien la matière première de Stéphane, un jeune étudiant en sciences de la vie et de la terre qui arrive à se faire des sous en le mettant en bouteille colorée puis savamment disposée dans une bouteille en verre. L'étudiant arrive à faire parler le sable à travers des dessins et de toutes sortes. Irène Wongo est allée à la rencontre d'un étudiant plasticien et musicien, vous le verrez. Son reportage passe avec la voix de Moumouni Soubega. Stéphane Tiendrebego est un étudiant comme tous les autres. À 23 ans, il étudie les sciences de la vie et de la terre, mais cet étudiant a une autre corde à son arc. Quand il rentre en cité après les cours, sa première préoccupation, c'est sa passion. C'est ici, au balcon de la cité universitaire de Kosodo, qu'il fait ressortir son génie pour créer de l'art en bouteille. Du bas vers le haut que je passe le travail. Ces créations représentent, entre autres, la nature, l'environnement, le vécu de tous les jours. Avec un art maîtrisé, l'artiste met en bouteille des arbres, des maisons, des fleurs, des logos et même des expressions qui traduisent l'amour. La passion du sable, il faut d'abord dire que c'est, en fait, c'était dans l'intention de trouver quelque chose à faire. C'est dans ça que j'ai eu une cousine qui m'a, en tout cas, parlé de cette activité comme quelque chose qu'on pourrait, en tout cas, pratiquer et souvent cesser d'être oisif. Être jeune, c'est aussi apprendre à s'épanouir et s'assumer dans la société. C'est l'attitude qu'adopte ce jeune. Il arrive à bien concilier ses études et son art et fait de son art son gagne-pain, un courage que loue sa famille et ses amis. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec Stéphane, c'est qu'au début, nous, on était un peu froid. On a dit que c'était un travail dépassé, mais Stéphane a tenu ferme. Ce que j'ai beaucoup apprécié en lui, c'est qu'il tient à ce qu'il fait et il ne se décourage pas. Et dans ça, vraiment, Dieu l'a beaucoup aidé et il a vraiment développé son savoir et il a créé même son génie. Et avec ça, vraiment, il survient à ses besoins, il ne nous embête pas. Tanti, donne-moi ça, je veux 1000 francs, je veux 2000. Vraiment, on n'entend plus ça depuis qu'il a commencé son art. Ce qu'on retient de Stéphane, c'est qu'il est un jeune très actif. Dans la vie de tous les jours, il est aussi passionné de musique. Il joue à la guitare à ses temps perdus et est même membre d'un orchestre à l'université. La musique, c'est une passion. La musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'arrive en tout cas à m'exprimer. Je suis un musicien, je joue à la guitare et ici, c'est un cadre, en tout cas, que j'arrive à exprimer vraiment ce talent que j'ai. Donc, c'est un groupe, nous évoluons ensemble depuis, en tout cas, quelques mois. Et on a commencé à travailler ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc, le nom du groupe, c'est Arc en Plus. Étudiant aux multiples facettes, il entend aller au-delà de l'acquisition des connaissances sur la vie et la terre pour se réaliser tout simplement comme artiste et comme homme. J'envisage monter vraiment une entreprise de décoration, voilà, par la suite où je vais engager vraiment des gens qui vont travailler avec moi et vraiment fonctionner en tant qu'une grande même entreprise parce que c'est quelque chose que j'aime.
Et quand j'essaie, je sens qu'en tout cas, les gens apprécient. Et je vois que je peux en tout cas le développer pour arriver à cela. Chacun de nous a un potentiel en lui. Chacun de nous a un génie créateur qui peut l'utiliser. Picasso a dit qu'on est artiste, mais ce n'est pas tout le monde qui devient artiste quand on grandit. C'est de savoir grandir avec. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ces mots du poète Corneille illustrent bien le cas de ce jeune étudiant qui s'est créé un chemin dans la société. Et le groupe du jeune Stéphane pourrait peut-être passer dans le programme de la 23e édition du festival Jazz à Ouaga. Le comité d'organisation de ce rendez-vous musical a du reste annoncé les couleurs de l'édition 2015 qui est soutenue par le thème que voici, musique et citoyenneté. Plus de précisions avec Éléonore Oudraogo Yerbanga. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le président du festival Jazz à Ouaga décortique les grandes lignes de la 23e édition du festival qui se tiendra du 24 avril au 2 mai prochain. Une édition qui a retenu comme thème musique et citoyenneté pour accompagner musicalement la transition. Au programme de cette édition, des concerts live, des formations et des expositions en vue de donner encore plus de la valeur au jazz. Nous reconduisons donc le village du festival à la place de la Révolution. Le concours Jazz Performance est maintenu en 2015. On a aussi les workshops et les masterclass. Et dans ce cadre-là, il y a une création musicale. La caravane du jazz aussi est prévue. 2015, elle a même déjà commencé en fait. Et pour permettre aux jeunes de s'intéresser davantage à ce genre musical, plusieurs activités seront menées à leur endroit. Les concerts que nous faisons dans les établissements, qui sont précédés de cours, on permet aux élèves de poser des questions. Et il y a une interaction entre les élèves. Et nous, notre idée, c'est de susciter, déjà dès l'école, la vocation pour la musique. Pour l'édition 2015 du festival Jazz à Ouaga, plusieurs artistes internationaux et nationaux sont attendus, tels les Burkinabés Tal Moutaga, Mustapha Maïga et Diko Fils. Bonsoir Jérôme Tienrebego. Bonsoir Peggy, bonsoir amis sportifs. Alors la semaine a été riche en événements sportifs et on va commencer tout de suite par la 25e journée du championnat national de football de première division disputée ce week-end même. Voilà essentiellement le samedi. Et hier, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le RCB Racing Club de Bobo perd son fauteuil de leader en concédant le match nul à Koudougou. Et l'étoile filante de Ouagadougou qui profite de sa large victoire sur le Banqui Sport au stade du Cadou. La réalisation nous permet de voir donc les buts. Stéliste au stade du 4 août, une offensive avancée depuis le camp de l'EFO et c'est Yacouba Soigné qui va trouver Francis Kabori pour l'ouverture du score. On voit sur le ralenti, la réception est parfaite et c'est le but. 1-0 donc pour l'étoile filante de Ouagadougou grâce à ce garçon qui revient encore, même configuration, sauf que là c'est sur le côté gauche avec Yacouba Soya encore comme passeur décisif qui trouve encore le même buteur qui signe son doublé et son 5e but donc, dans ce championnat depuis qu'il est arrivé au mercato hivernal dans l'effectif. Il va prendre un bain de foule aux côtés du public. Et le 3e but, on voit, c'est sur le même côté, mais cette fois-ci, on change d'acteur. C'est le passeur, le capitaine qui trouve la tête de Salam Kagambega, l'ancien joueur de Buzo, qui de la tête marque le 3e but, qui permet donc à l'étoile filante de Ouagadougou de prendre la tête du championnat à ce stade de la compétition. On quitte le stade du Cadou pour le stade municipal avec un petit public qui a pu voir le but de Seydou Semporé, qui a permis à l'AS Sonabel de rester au contact de ses deux dévanciers, l'étoile filante de Ouagadougou et le RCB. On va requitter encore le stade municipal pour repartir au stade du 4 août pour voir un but qui vaut de l'or. Un but qui vaut de l'or, c'est le but donc de Adjouman Sanou sur ce coup franc qui reçoit de la tête au 2e poteau pour marquer pour l'ASFB face à l'ASFA Yenenga. Le but vaut de l'or parce qu'il permet à l'ASFB de quitter la 15e place pour se retrouver à la 12e place, donc quitter la zone rouge. Et on a vu tous ces buts. Donc la 25e journée, les faits marquants
c'est cela, mais pour le reste, il y a eu deux autres stades qui ont donc enregistré des résultats nuls et vierges, comme à Koudou. Il s'agit du match USCO RCK à Banfoura et du match Bobo Sport USFA au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Et aujourd'hui, ce soir même, Lassina Ouattara nous a fait comprendre que le Santos FC est venu à bout donc, du Canon du Sud, l'antenne rouge, par 1-0, ce qui permet c'est une bonne affaire également pour le Santos FC qui quitte momentanément la zone rouge. Au bilan, le trio de tête se compose de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui a 48 points, plus 22. Mais il faut noter également que l'Étoile filante de Ouagadougou a profité, a eu le gain des 3 points de la réserve formulée sur le joueur Mohamed Ouedraogo contre COSAF lors de la 22e journée, ce qui a permis aux stylistes de donc, remporter les 3 points pour se hisser en tête de championnat. Ils sont suivis du RCB, 47 points, plus 19, et de l'AS Sonabel, on a vu, grâce à sa victoire sur Majestic, donc qui totalise 46 points, plus 20. Il reste encore 5 journées dans ce championnat, 15 points donc à prendre, c'est dire que rien n'est encore joué. Et Peggy, nous allons quitter la D1 pour parler de la Ligue 1 française. Une bonne nouvelle concernant Alain Traoré, qui, depuis son arrivée à Monaco, n'avait pas joué de match de championnat. Alors, depuis hier, c'est fait. Il a joué, les talons a joué 23 minutes. C'est bon pour un départ et on pense que ça va se poursuivre. Et on va quitter les stades de l'élite pour parler des Jeux de l'UCBF. Les demi-finales se sont jouées ce week-end à Koudougou et à Ouagadougou. On va voir tout ça en images demain avec Yacouba Ouedraogo et ses invités au magazine des sports. C'est à 21h sur la RTB. Merci Jérôme. Tianrobego, je rappelle que vous êtes le chef du service des informations sportives de la RTB. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles au programme donc, de la télévision du Burkina. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse de l'actualité. Bonsoir.